J'ai ouvert qu'un magasin qui a fait faillite. Ok, encore quelqu'un qui est dans l'échec. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. Aujourd'hui, vidéo inédite. On va faire une vidéo story time, j'ai jamais fait ça, je sais pas ce que ça va donner. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Très souvent, on vient me contacter en me disant « Ouais Mousse, t'es le spécialiste des arnaques, on sait que tu te fais pas avoir, est-ce que tu peux me conseiller ?» Je me suis fait arnaquer, messieurs, dames. Hein. Je ne vaux pas mieux que vous. J'en ai pris des carottes dans ma vie et celle-ci, celle dont on va parler dans la vidéo, elle est monumentale. Hein. On parle d'une carotte de 80 000 €. Je peux vous dire que pendant des mois, voire même des années, j'ai eu du mal à m'asseoir. Cette carotte-là aurait pu impacter toute ma vie. J'aurais pu vous en parler plus tôt parce que, fut une époque, une des personnes sur qui j'ai fait des vidéos en avait parlé. Enfin, il n'avait pas parlé de la carotte, il avait parlé du fait que j'ai eu une liquidation judiciaire. Et c'est vrai, pour une fois dans sa vie, le mec n'a pas menti, c'est Hakim Ben Othman. Mais ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que c'est le seul à en avoir parlé, alors que mon affaire de liquidation judiciaire est la conséquence d'une arnaque. Parce que oui, messieurs, dames, j'ai rencontré pas Hakim Ben Othman, mais un Hakim Ben Othman dans ma vie. Il m'en a mis une belle. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Avant de partir, messieurs, dames, pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. J'ai ouvert qu'un magasin qui a fait faillite. Ok, encore quelqu'un qui est dans l'échec. Mais je dis, comment veux-tu que je te montre les documents? Faut les comprendre. Moi, je veux bien les montrer, faut les comprendre. Quand on vend une entreprise, c'est pas comme si je lui dis, t'étais en train de vendre tes baskets sur Vinted. C'est des papiers, faut les comprendre. Messieurs, dames, on va bien évidemment commencer par poser le contexte. Et pour poser le contexte, on va parler de rugby. Vous entendez souvent les gens vous casser la tête, vous mettre la tête comme un cabanon avec les valeurs de l'Ovalie. Hein, le rugby, tout ça. Le mec qui m'a niqué, c'est un mec très ancré dans le monde rugbystique toulonnais. Non pas qu'il a joué à un gros niveau, mais il est très connu ici. D'ailleurs, aujourd'hui, il est encore, je crois qu'il est arbitre, enfin un truc comme ça et tout. Donc voilà, les valeurs de l'Ovalie, je peux vous en parler. Le rugby, c'est à l'image de la société. Ça vaut pas plus, pas moins. Les pourris que vous allez trouver dans la société, dans les autres sports, etc., vous allez les retrouver dans le rugby. Ni plus ni moins. C'est ça la réalité. J'exagère bien évidemment. Le rugby, c'est mon sport passion. Il y a des très belles valeurs. Le sport en lui-même vous inculque des choses qui vous serviront toute votre vie. Mais attention à pas trop l'idéaliser non plus. Il y a des dérives dans ce sport, comme partout. J'ai commencé le rugby tardivement dans le quartier où je suis né, le Mourion à Toulon. Et bon, après je suis parti sur Paris, je suis revenu dans un club d'un quartier populaire de Toulon, on va dire ça comme ça. Et d'ailleurs, c'était dans ce quartier que j'ai eu mon magasin de vêtements. Dans ce club, j'ai rencontré des personnes formidables et des personnes qui m'ont planté un couteau dans le dos. Après ce club, je suis parti sur une nouvelle aventure avec des personnes du club dont je vous ai parlé juste avant, et notamment un des joueurs de ce club qui est devenu l'entraîneur de ce nouveau projet, donc de ce nouveau club. Et c'est cette personne très précisément qui allait me la mettre un petit peu plus tard. Mais ça, je l'avais pas vu venir. Pour vous décrire un petit peu ma vie à cette époque-là, franchement, tout roule. Hein. J'ai 24-25 ans, j'ai la santé. Professionnellement, je suis pas hyper épanoui, mais je suis vendeur chez BMW Moto, donc à Toulon. Niveau rugby, parce que c'est ça à l'époque qui était ma priorité, je vais pas vous mentir, c'était vraiment la passion. Ça se passe bien. On a un bon groupe, il y a une bonne ambiance, on enchaîne les victoires, il y a des titres à la clé, franchement rien à dire. En fait, à cette époque, la seule ombre au tableau, c'est professionnellement. Je gagne bien ma vie, j'ai de la chance parce que j'ai une moto de fonction, mais je suis pas épanoui. Je suis pas épanoui, en plus de ça, avec la direction, ça se passe pas très bien. Le chef, pas de parole, truc... Ça commençait à me gonfler. Et là, s'offre à moi une opportunité, mon entraîneur qui vend son magasin de vêtements. Et à cette époque, on avait un petit groupe de potes
Et avec l'un d'eux, Axel, coucou, j'espère que tu vas bien. On se voit bientôt, oublie pas l'apéro. Eh bien, on se dit, pourquoi pas? Donc, on commence à bosser dessus. Alors, avant de vous parler du bilan, etc., il y avait un red flag. Le red flag, c'est quoi? C'est qu'en fait, cet entraîneur, le magasin n'était pas à lui. Il était au nom de sa femme. C'est-à-dire que tous les matins, vous alliez au magasin, c'est lui qui travaillait, et l'après-midi, c'était sa femme. Mais le magasin était au nom de sa femme. Et pourquoi il était au nom de sa femme? Parce que lui, il était employé à la mairie dans une petite ville proche de Toulon. Vous êtes sûrement en train de vous dire, attends, le mec est fonctionnaire, mais il bosse dans un magasin. Parce que, oui, en fait, il était... alors, je sais pas exactement comment on dit, mais déclaré inapte au travail. C'est-à-dire que quand il allait voir le psychologue du travail, il disait, je vais tuer tout le monde, patati patata. Du coup, il pouvait pas bosser, il touchait quelque chose. Mais en fait, pendant tout ce temps, il jouait au rugby et il travaillait dans ce magasin. Tout le monde le savait. Tout le monde. Et nous, on le savait. C'était un red flag. On l'a un petit peu ignoré. Et pour bien comprendre la relation qu'on avait avec ce couple, donc notre entraîneur de l'époque, sa femme qui était secrétaire générale, ils nous considéraient, d'après eux, d'après leurs mots, comme des membres de leur famille. On se voyait 3-4 fois par semaine. Parfois, on mangeait chez eux. Donc, on était vraiment proches. Il y avait une réelle relation de confiance. Concernant l'affaire en elle-même, il y avait des bons bilans, le loyer était faible, il y avait moyen d'aller chercher du chiffre d'affaires, en tout cas pour nous, en rajeunissant notamment l'offre, ce qui était proposé dans le magasin. On avait pas mal d'idées en ce sens-là. Avant de se décider, on a fait un petit peu d'immersion, savoir comment ça se passait avec les fournisseurs, enfin la vie quoi, pour comprendre ce que ça sous-entendait d'avoir un magasin. Et une fois qu'on a eu tous ces éléments en main, on a décidé d'y aller. D'ailleurs, petit détail intéressant, on était présenté aux clients et aux fournisseurs comme leur neveu. On se met donc d'accord sur 80 000 euros. Mais bien évidemment, à cette époque, on n'a pas 80 000 euros. Axel, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il était au chômage depuis pas longtemps. Et moi, je demande une rupture co au travail à BM pour me lancer dans cette affaire. La rupture co est acceptée. Je deviens donc demandeur d'emploi, ce qui m'a permis d'avoir l'acre, etc. Bon, bref. Et donc, quand on arrive devant le banquier qui est leur banquier à eux, donc le banquier de l'affaire, on s'est dit, bon, on va garder le même. C'est lui qui nous accorde le crédit. Il s'est basé sur quoi? Sur les bilans passés. Il peut pas se baser sur nos revenus ou sur notre apport. On n'avait pas d'apport. Et le chômage n'est pas considéré comme un revenu. Donc, tout était basé sur les bilans passés. Donc, on va dire, il y avait une petite confiance. Détail important également, normalement, il y a une commission où vous passez et ça permet de ne pas être caution personnelle du prêt. Ça a son importance pour la suite. Alors je sais pas si notre dossier a été présenté, mais en tout cas, ça a été refusé. Je trouve ça bizarre avec le recul, mais je vous le dis quand même, vous allez voir que par la suite, ça a son importance, la caution personnelle. Tout ça, ça se passe donc pendant l'été 2013. En fait, on se met d'accord, on commence les démarches. D'ailleurs, entre-temps, il change de club. Et on commence, je crois que c'est en octobre 2013 ou un truc comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il est plus au magasin, il passe régulièrement parce qu'il y avait du stock dans le magasin et nous, on lui a racheté, on lui payait en espèces petit à petit. Donc ça fait qu'il venait une fois par mois dans le magasin. Donc même s'il est plus dans le même club, on le voit et de toute façon, il y avait toujours sa femme qui était dans le club. Avant de rentrer dans la mésaventure, on va faire une petite parenthèse sur lui, son profil. C'est un énorme mytho. Mais ça, on le savait pas directement. Grosso modo, c'est quelqu'un qui est très fier, qui a beaucoup d'ego, un petit peu comme Hakim Benotman. Il est connu, tu vois, il a un tatouage corse, etc. alors qu'il est pas corse. Pareil, il s'est inventé une vie, mais bon, ça, on l'a su plus tard. Non, pardon, j'ai dit sur le bras, c'est pas sur le bras qu'il a le tatouage corse, c'est ailleurs. Bref. Et voilà, il est là, il fait un peu le... Ouais, un peu le mafieux. Pour lui, j'ai l'impression qu'il s'est dit, ouais, moi je vais être corse, comme ça les gens vont avoir peur de moi, me respecter. Un délire un petit peu dans le genre. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que le club qui avait été remonté, c'était le RC Corse 83, ça s'appelle. Moi, je suis pas corse, j'avais plein d'amis qui étaient pas corse, mais on a suivi un petit peu l'aventure. Et quand on allait jouer en Corse, avec des vrais Corses, si je puis me permettre, lui, il bombait le torse. Et il nous a mis dans des situations, je vous raconte même pas. On a joué dans des villages comme Vendizeri, pardon si je prononce mal, des bagarres générales, je vous dis même pas comment, parce qu'il faisait couvrir sa gueule au lieu de rester un petit peu humble. Bon, voilà, le mec s'était inventé une vie de Corse, alors que, dites-vous, il a rajouté, donc il a son nom de famille, il a rajouté un deuxième nom de famille derrière, qui est le nom de famille de la sœur de sa grand-mère, qui, elle, était Corse pour le... Donc, ça va loin un peu, je vous dis, le mec a mal et en manque d'identité. Donc voilà, beaucoup de fierté, il a l'impression que tout le monde a peur de lui, qu'il est craint. Des fois, il prend un petit peu l'accent corse, alors que le mec, la seule chose qu'il sait dire, c'est patché saluté. Je vous le jure que c'est vrai. Parfois sur Facebook, il répondait un petit peu en corse. Non mais...
Le mec a mal. Malgré ça, c'est un meneur d'hommes. Il arrive à vous entraîner dans une aventure collective. Par exemple, c'était pas du tout un bon joueur de rugby. Ça n'a jamais été un bon joueur de rugby. Pourtant, il a joué dans des bonnes équipes parce qu'il arrivait à rentrer dans un système, à fédérer des gens autour de lui. Et c'est un de ses talents. L'autre talent aussi, c'est qu'il sait déceler des failles, des faiblesses. Nous, à cette époque, je pense que notre faiblesse, c'était qu'on n'était pas bien dans notre peau professionnellement. Je pense qu'il l'a senti. On avait cette envie de se détacher du salariat. Il nous a proposé ça et on avait cette niaque, tu vois. Il a su déceler ça. C'est un talent que certains escrocs ont. Il l'a, je pense qu'il l'a toujours. Et c'est un petit peu comme ça qu'on s'est retrouvé dans cette mésaventure. En vrai, quand on commence, je vais pas dire qu'on a tout pour réussir, mais on a quand même pas mal d'éléments qui nous laissent espérer que ça va le faire. Déjà, on n'a pas de salaire à se verser, puisqu'on a l'ACRE, donc pendant 2 ans, on va être payé par le chômage, par Pôle emploi. Ensuite, on a quand même nos amis, nos familles, on connaît des gens, donc ils vont venir au magasin pour nous soutenir. Il y a déjà une clientèle, on part pas de zéro. Et en plus de ça, les fournisseurs sont les mêmes, vont conserver les mêmes prix, donc on part pas de zéro, on a une bonne base. Donc voilà, on commence notre petite aventure, on conserve la même formule, on apporte des nouveautés, on commence à rentrer des bonnets stylés, des OB, des New Era, je sais pas si vous connaissez la marque Cocaine and Caviar, on commence à rentrer des survêtements de foot, etc., Real, Bayern, tout ça. Ça commence à être pas mal, mais au bout de 2-3 mois, on sent quelque chose. Et très rapidement, on va comprendre qu'il y a un truc qui cloche parce qu'il y a des trucs qui reviennent à nos oreilles. En fait, voilà, c'est quelqu'un qui est assez connu, notamment dans le quartier. Mais nous aussi, voilà, on est né à Toulon, donc on a des trucs qui reviennent à nos oreilles et on nous dit... bon, alors comment il s'appelle ? Enfin, moi je sais comment il s'appelle, mais il faut trouver un nom. Gilbert. En fait, ça vient nous dire... ah, c'est bien que Gilbert, il continue un petit peu à vendre. Comment ça, continue à vendre ? En fait, le couple de Barlou, ils font quoi ? Il y a 3 mois, on leur a acheté 80 000 €, donc le magasin, donc... C'est l'activité, chiffre d'affaires, bilan, la clientèle, etc. Et en fait, ils nous la mettent parce qu'ils vendent les produits qu'on vend nous à nos clients, mais au cul de la voiture. Moins cher, forcément, parce que c'est tout en espèces, etc. Et à ce moment-là, vous savez quoi ? Ben, on n'y croit pas. Parce qu'on se dit, oui, les gens, ils parlent. Vous savez comment c'est Toulon, ça tchatche de partout. On n'y croit pas vraiment. Pourtant, c'était vrai, et on a commencé à le voir dans le chiffre d'affaires, mais nous, on pensait pas que c'était ça. Enfin... ça m'étonnerait quand même qu'ils nous fassent ça, et pas, on en reçoit des messages. Et c'était ça, et c'est pas le pire. Parce que ça va continuer en s'aggravant. Moins d'1 an après nous avoir vendu le magasin, la femme de notre entraîneur ouvre un autre magasin, même activité. Alors en fait, elle s'est dit, on va mettre commerce de gros, comme ça on va passer entre les mailles du filet. Sauf qu'en fait, c'est facile à vérifier. Elle vendait à des particuliers sur place, ça a été constaté. Bon bref, c'était facile. Donc moins d'1 an après, elle ouvre un nouveau magasin pour littéralement nous voler notre clientèle. Alors que on ne lui a rien fait. On a toujours tout payé. Le stock a été payé en espèces, etc. On leur devait rien, on leur a rien fait et ils ont décidé de nous la mettre, mais alors correctement. Et dans cette histoire, le pire, c'est que c'est pas les 2 seuls concernés. Notre banquier qui nous a accordé le crédit, qui était leur banquier à eux avant, c'était le banquier du magasin, a ouvert le compte de la nouvelle entreprise, la nouvelle société, tout en sachant qu'en fait, il nous avait vendu avant et que c'était la même activité. Pourquoi ça pose problème ? Parce qu'en fait, quand vous vendez une entreprise, il y a un cadre, il y a une clause de non-concurrence. La clause de non-concurrence, c'est une disposition contractuelle qui interdit aux vendeurs du fonds de commerce de pratiquer une activité comparable à celle exercée par l'acquéreur pendant une période donnée et sur une zone géographique spécifique. Bien qu'elle déroge à la liberté d'entreprendre, son objectif est de garantir au repreneur une certaine sécurité quant à l'exploitation du fonds sans être confronté à une concurrence directe postérieurement à la cession. C'est très clairement une concurrence déloyale. Ainsi, elle est fréquemment incluse dans les actes de cession de fonds de commerce afin de préserver la clientèle attenante au fonds, mais également les parts de marché que l'acquéreur va obtenir par l'effet de la transaction. Alors là, c'est facile. Il y a un acte de cession, c'est contractuel. En fait, ils n'ont pas le droit d'ouvrir un commerce dans le même domaine d'activité, dans les 3 km autour de notre magasin, c'est-à-dire l'activité qu'ils nous ont vendue, et ce pendant 3 ans. Donc vous prenez le magasin, vous tracez un périmètre de 3 km autour, donc comme si vous aviez un compas, vous mettez, tac, pam, 3 km. Dans ce périmètre-là, impossible d'ouvrir un commerce dans le même domaine d'activité
pendant 3 ans. Et on était dans les 3 km, je crois qu'on était à 1 km à vol d'oiseau. Ben ça change rien de toute façon. Si c'est 400 mètres ou 2 km 9, ça change rien. On est dans l'illégalité la plus totale. Pour contourner un petit peu la règle, ils ont tenté de s'enregistrer comme un commerce de gros. Parce que nous, en fait, c'était enregistré comme un commerce de détail. Donc ils se sont dit, normalement c'est activité comparable. On va s'enregistrer comme un commerce de gros. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé des clients particuliers. Oui, bonjour madame, bonjour monsieur. Je suis un particulier, je suis pas un professionnel, j'ai pas de sirette. Est-ce que je peux vous acheter un t-shirt? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc en fait, l'activité opérationnelle ne correspondait pas à l'activité qui était enregistrée. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on les a coincés. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce qu'en fait, depuis quelques mois, on voyait le chiffre d'affaires baisser, on comprenait pas pourquoi, parce qu'on avait apporté de la nouveauté. Et en fait, on refait le puzzle. Parce qu'on se dit, ouais, effectivement, donc il y a le magasin qui a été ouvert, et on se rappelle tous ces gens qui nous ont dit, ouais, c'est sympa qu'ils vendent encore. Et en fait, c'est là qu'on a compris que ça fait un moment qu'ils essaient de nous la mettre. Au début, c'était un petit peu sous le manteau, en vendant comme ça. Et là, c'est officiel, nouveau magasin. Surtout que dans le nom du nouveau magasin, ben, c'est similaire un petit peu au nôtre. Donc il y avait ça aussi. Il y avait cette espèce de confusion sur les noms. C'est là que mes souvenirs sont un petit peu flous. Je sais plus comment ça commence à partir en couille. Je sais plus si on envoie un SMS ou on s'appelle ou on se voit. Ouais, c'est quoi ce bordel? Vous vendez des trucs, des machins, et eux ils nous disent mais non, mais on vend en gros. Nous on envoie des gens qui arrivent à acheter en tant que particulier. Mais je me souviens qu'il y a un SMS à un moment qui est envoyé. Je crois que je parle de procédure parce que à cette époque, et je lui en veux pas du tout, Axel il était pas trop chaud pour entamer une procédure judiciaire. Moi je lui dis mais Toto, on n'a pas le choix. Parce qu'en fait, on vient de contracter un crédit il y a moins d'1 an de 80 000 €. On est caution personnelle. C'est-à-dire que même s'il y a une liquidation judiciaire, on reste responsable de cette créance. Elle peut nous suivre toute notre vie. On est jeune et tout, enfin voilà, faut bouger quoi. Et je me rappelle qu'on reçoit en réponse une proposition de manger avec eux. Proposition que j'ai refusée. Et là, c'est vrai qu'Axel, il a eu ce temps de digestion, de réflexion. Et puis après, on était ensemble quoi. Je pense qu'on s'est fait avoir parce qu'on a vu que l'affaire était belle, qu'il y avait du potentiel. Et peut-être qu'à certains moments, on avait des œillères sur certains red flags. Et on a trop eu confiance en ces gens. Des gens qu'on pensait connaître. Mais comme quoi, on connaît jamais assez les personnes. Et là, pour le coup, une fois que les procédures ont été entamées, on a vu leur vrai visage. J'ai été la cible principale de ce couple, puisque je suis à l'initiative de la procédure. C'est mon idée, la procédure, et je l'assume encore aujourd'hui. Je l'ai assumé à l'époque, je l'assume aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils s'en sont plus pris à moi qu'à Toto, et ça me dérangeait pas. Ils s'en sont tellement pris à moi, à nous, parce qu'après ça s'est transformé en nous, qu'on est allé très loin, hein. Des menaces de mort, des trucs, enfin, de toute façon je vais vous en parler un petit peu plus précisément. Si on revient 1 an et demi avant ça, à part le fait de pas être épanoui professionnellement, tout roulait. Là, professionnellement, c'est devenu compliqué. On voit le chiffre d'affaires fondre, semaine après semaine, mois après mois. Et en plus de ça, on se retrouve confronté à des partenaires de jeu, des anciens amis. Après, voilà, on croyait que c'était nos amis, mais d'autres joueurs de notre équipe qui ont choisi leur camp. Et ils ont choisi le camp de leur ancien entraîneur. Ce mec-là, il avait un talent un petit peu proche de la secte. C'était un gourou. C'est-à-dire que nous, il a vu la faille, on avait cette envie de réussir, on n'était pas à l'aise professionnellement, on n'était pas bien dans nos baskets. Il nous a proposé cette affaire-là, il a ficelé le truc, en fait c'était peut-être prévu depuis un moment. Il nous a douillé, bon pas de souci, mais à partir du moment où il a fait ça, on s'est réveillé. Ça y est, on a compris comment il était, on a refait le puzzle, il y a plein de gens qui sont venus nous dire « Non mais attends, c'est un mytho, mais il est pas corse, c'est pas... » Voilà, on a compris. Mais il y avait des gens, malgré les preuves qu'on leur présentait, ils étaient encore sous emprise. Et des mecs, des fois, qui avaient 35-40 ans, quoi. Ils étaient sous emprise, comme dans une secte. Et je peux vous dire que ça a créé des tensions au sein de l'équipe, hein. Il y avait des entraînements où on se la mettait bien comme il faut. Je peux vous dire qu'il y a des fois, j'avais envie de tout péter. Non seulement je me la prenais et bien profond, et en plus de ça, il y avait des joueurs qui prenaient le parti d'un escroc, d'un arnaqueur. Je l'avais très mauvaise. Des fois, on n'était pas loin de la baston. Enfin bref, pour en revenir au magasin, donc la procédure judiciaire est lancée, on explique à l'avocate nous dit écoutez c'est assez simple, voilà, c'est dans l'acte de cession, il y a des règles, ça a bien se passer. Mais pendant ce temps-là, nous, il y avait des gens des fois qui venaient au magasin, des gens du quartier de Saint-Jean-du-Var, pour ceux qui connaissent un peu, qui sont dans le coin. Ouais, c'est pas bien ce que tu fais, il s'appelle pas Gilbert, mais Gilbert. Au début, je disais trop rien, et après, c'est quoi? Va sucer ton oncle, vas-y, casse-toi de là au bout d'un moment. T'étais obligé de montrer les dents en fait, parce que c'est un quartier
populaire, on va dire. Si tu te fais trop marcher dessus, à un moment, t'es cuit, t'es fini, tu vois. Bon bref, fallait montrer un petit peu les dents de temps en temps. Et puis, on commençait à recevoir des menaces. Il y a un de ses meilleurs amis qui sortait de 15 ans de prison pour meurtre. C'était un homme de main. Voilà, je suis très transparent avec vous. C'est la pure réalité. On a eu un petit peu de chance quand même, parce que ce mec-là, c'était le parrain de la meilleure amie de Toto. Donc en fait, on savait qu'il devait venir nous parler, mais il n'est pas venu. Et on va dire le salut est venu d'une autre personne qu'on connaissait, une personne qui était un peu dans le milieu à Toulon. C'était un petit pépé, un Corse, qui avait travaillé à l'époque, qui était dans l'équipe de Jean-Louis Fargette, très grosse figure du grand banditisme à Toulon, donc il travaille avec cette personne, donc il était connu et respecté à Toulon, et c'est ce petit pépé qui nous a sauvé la mise un petit peu. Enfin, il y a le fait que ce gars-là était le parrain de la meilleure amie de Toto, mais il voulait quand même venir nous parler, et il y a ce petit pépé qui allait le voir et qui lui a dit « laisse les minots tranquilles », parce qu'en plus de ça, ils ont raison. Il lui a dit « tu vas quand même pas te mêler d'une histoire qui te regarde pas alors que tu viens de sortir de prison ». C'est quoi le but? Tu veux prendre perpète pour menaces, intimidation, etc. Avec le recul, je me rappelle de ma mère qui me dit n'y va pas. Voilà, c'est une mauvaise idée, elle a été dans le commerce, elle me dit, voilà, elle pensait même pas à ce mec et à une potentielle escroquerie arnaque. Elle pensait pas à ça, mais elle m'a dit n'y va pas. Tu vois, comme quoi, faut écouter les mamans. Je me suis fait endormir, je pense. Enfin, on s'est fait endormir parce que il y avait le côté affect, il y avait le potentiel de l'affaire, malgré un ou deux red flags, on s'est fait endormir. Mais il y a une chance aussi, c'est que à partir du moment où on essaie de me niquer, c'est une autre personnalité. Je passe en mode chien de la casse, je vais être un enquêteur, une machine administrative pour me sortir de la merde, tout simplement. Et là, en fait, je suis allé fouiller partout. J'ai constitué un énorme dossier pour l'avocate. Axel m'a aidé, bien évidemment, pour essayer de s'en sortir. Là, c'était une question de vie ou de mort. Pour l'entreprise, bien évidemment. Vie ou de mort, personnellement, je sais pas. Voilà, on recevait des menaces, il y avait plein de choses, il se passait des trucs. On était quand même soutenus, on avait nos amis et nos familles. Imaginez, vous êtes père, mère, et quelqu'un menace votre enfant. Enfin, vous savez, parce qu'au début, ils l'ont pas su. Et puis d'un coup, ils apprennent que leurs enfants sont menacés de mort, de trucs. Imaginez si vous êtes parent. L'affaire, elle aurait pu péter dans tous les sens. Ça aurait pu très mal finir. Moi, je me rappelle de mes parents, des fois on en discutait, etc., qui disaient « Non mais attends, il touche un cheveu, on finit en prison. » En même temps, je les comprends, je ferai la même chose aujourd'hui avec mes enfants. Heureusement, on n'en est pas arrivé là, c'est resté sur le terrain judiciaire. Judiciairement, ils ont tenté des choses. En fait, leur idée, c'était de dire... nous, on disait, voilà, on a une baisse de chiffre d'affaires, et eux, leur défense, c'était de dire... Attendez, si le chiffre d'affaires baisse, c'est parce qu'ils sont pas bons. Ils nous envoyaient des gens, par exemple, nous prendre en photo quand on jouait à la Play, parce qu'on avait mis une Play sur la télé dans le magasin. Mais en fait, nous, on avait dynamisé le magasin. C'est-à-dire qu'on faisait des concours FIFA, par exemple, ou des petits challenges. C'est-à-dire que les gens pouvaient nous défier à FIFA, par exemple, pour obtenir une réduction. Enfin, il y avait des trucs comme ça. Et en fait, c'était, ouais, ça joue à FIFA, c'est devenu n'importe quoi, c'est pour ça qu'ils perdent de l'argent. Sauf que c'était dans l'acte de cession, c'était contractuel. Et puis, il y a les chiffres qui ne mentent pas. Quand on a ouvert, le chiffre d'affaires était constant. Alors, il y a eu une baisse au bout de 3 mois qui est compliquée à justifier parce que ça vendait sous le manteau, mais à partir de l'ouverture officielle de leur magasin, on a vu notre chiffre d'affaires baisser. Et ça, c'est factuel. On le voit avec les bilans. Avant de vous donner le verdict du procès, petite anecdote. Un jour, je suis chez mes parents. Je suis avec mon meilleur ami, donc Teddy, sa copine et ma copine de l'époque. Et je reçois un appel donc de Gilbert qui me dit « Oui, apparemment, t'as dit des trucs à des gens. » Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Et il me dit « De toute façon, un jour ou l'autre, je vais te tirer une balle dans la tête. » Il m'a dit. Et du tac au tac, je lui réponds « Écoute, si tu tires comme tu fais des passes, à mon avis, je risque rien. » Ça fait partie d'une des nombreuses fois où on a été menacé via des intermédiaires, parfois directement. C'était le folklore, on va dire. Comme vous l'avez entendu au début de la vidéo, Hakim Ben Othman parle de liquidation judiciaire. Et c'est vrai. Alors comment et pourquoi on est arrivé à cette liquidation judiciaire? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, on était tous les deux demandeurs d'emploi, donc on avait l'ACRE, donc on était payés tous les mois par Pôle emploi. On était pas trop loin de la fin, et si vous voulez, tous les mois, on mettait de la trésorerie de côté pour assurer la pérennité de l'entreprise. Sauf qu'au fil du temps, on a dû taper dans cette trésorerie parce que le chiffre d'affaires baissait dû à la concurrence complètement déloyale et illégale
eh bien de l'entreprise de ce couple. Enfin, lui, il n'était pas sur les statuts, parce que normalement, il bosse à la mairie, mais vu qu'il fait le fada, eh ben, il lui dit non, mais t'inquiète, on te paye, t'es inapte, comme ça, tu tues personne, alors que le mec était totalement apte à travailler. D'ailleurs, il travaillait tous les matins et il joue au rugby. Bref. Et donc, à un moment donné, je dis à Toto, écoute Toto, on est à un croisement pour moi. C'est soit on continue et on va creuser notre trou, soit on met notre ego de côté et on arrête maintenant. Parce qu'en fait, à ce moment précis, on n'avait pas de dette. Enfin, on n'avait pas de dette fournisseur, ou en tout cas une petite, je crois que c'était moins de 1000 euros, mais en fait, on paye dans les 30 jours la facture, donc c'était que ça. On avait encore du stock dans le magasin. Niveau loyer, on était bien. Il fallait juste payer le mois en cours. Par contre, il y avait cette très grosse dette vis-à-vis de la banque. Dette où on était caution personnelle. Donc voilà, même s'il y a liquidation judiciaire, la dette continue. Mais ça, c'est une autre histoire, on en parlera ensuite. Donc je dis, je pense que la meilleure solution, c'est de faire une liquidation judiciaire. Donc, on le fait. Il se passe du temps entre l'ouverture de la procédure pour liquidation judiciaire et la clôture. Il s'est passé environ 3 ans. Le jugement tombe, jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. Mais le tribunal a estimé qu'il n'y avait aucune faute de gestion de notre part, donc on n'a écopé d'aucune interdiction de gérer, comparé à d'autres. L'ouverture de la liquidation judiciaire est venue s'ajouter au dossier de notre avocate, et ça a été un nouvel argument, c'est-à-dire que l'ouverture du magasin a entraîné notre fermeture à nous. C'est ce qu'on a avancé, et on a été entendu, enfin partiellement. On a gagné donc ce procès, c'est-à-dire que le tribunal a estimé qu'ils n'ont pas respecté la clause de non-concurrence, donc on a eu des dommages-intérêts, on a eu je crois 14 000 euros à l'époque. On n'a pas vu la couleur de cet argent parce qu'en fait l'argent on l'a pas touché, enfin il est arrivé après l'ouverture de la liquidation judiciaire, donc il est venu se déduire de la créance de la banque si je dis pas de bêtises. En fait grosso modo quand la liquidation a été finie, on devait 60 000 euros à la banque. Bon bref, par contre, ils ont eu le droit de continuer d'exercer. Ça, c'était pas si choquant que ça, dans le sens où nous, on avait fermé. Donc peut-être que si on était resté ouvert, le tribunal aurait pu ordonner la fermeture de leur magasin, mais vu qu'on avait fermé, qu'on avait ouvert la procédure de liquidation judiciaire, ils n'ont pas ordonné la fermeture de leur magasin. Nous, je vais pas vous mentir, l'objectif, c'était de ressortir de toute cette affaire sans aucune dette. En fait, nous, on voulait que les dommages et intérêts payent le crédit qui restait et qu'on referme ce chapitre, ce livre, et qu'on parte sur de nouvelles aventures sans cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Sauf qu'en fait, on est ressorti de ça, de tout ça, avec 60 000 euros de dette. Et cette dette-là, elle allait nous suivre toute notre vie, parce que c'est une caution personnelle et solidaire. C'est-à-dire qu'on était tous les deux sur la caution personnelle. Si j'ai de l'argent et pas Toto, ils vont me prendre à moi. Si c'est Toto qui a de l'argent et pas moi, ils vont prendre à Toto et après ils vont dire vous vous arrangez entre vous. Donc c'était un truc très très dangereux. Mais comme je vous ai dit, quand on essaie de me la mettre, je deviens un chien de la casse. Et j'ai retourné tout Internet, tous les textes de loi, tout ce que j'ai pu trouver, et j'ai trouvé la faille. Parce qu'autant vous dire qu'on n'allait pas payer une dette de 60 000 euros toute notre vie parce qu'un couple d'enculés nous l'a mise. Et dans le couple, je peux même rajouter le banquier, parce que le banquier, il a ouvert un compte à leur nouvelle société, alors qu'il savait très bien que c'était la même activité, faut pas nous prendre pour un con. Et c'est ce même banquier qui nous a accordé le crédit. D'ailleurs, je sais même pas si dans l'histoire, ils savaient pas leur projet. Bon bref, ça je peux pas le prouver, encore une fois. Parce que, faut dire un truc, sans ça, le magasin aurait pu continuer. Et largement, on avait des idées, on commençait à gagner des clients, sauf que les anciens clients, ils retournaient avec les anciens propriétaires du magasin. Donc forcément, ça change complètement la donne. Tout l'enjeu, c'était de se débarrasser de cette dette de 60 000 euros. Et la faille, c'était quoi? Enfin, c'est pas vraiment une faille, il y avait une solution. Si vous voulez, il y a une époque où la responsabilité des banques, des personnes qui prêtent, n'était absolument pas engagée. Sauf que ça a changé. Et la caution peut être jugée disproportionnée. Je vais vous en parler. En effet, l'article L332-1 du Code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au moment où on a signé, on n'avait pas de biens et on était au chômage. Et comme je vous l'ai dit, le chômage, c'est pas un revenu. Et concernant le moment
où c'est appelé, on n'a pas acheté entre-temps. Forcément, on savait qu'il y avait cette dette, cette épée de Damoclès. Donc en fait, on n'avait aucun bien. Donc peu importe le moment où c'était appelé, de toute façon, on n'avait pas de bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la caution peut être considérée nulle car disproportionnée par rapport à nos biens et nos revenus. Ça, c'est le premier point. On n'est jamais allé en procès pour ça, mais ça a été mon argument vis-à-vis des créanciers. Parce que oui, les créanciers nous ont un petit peu relancé. Donc au début, c'était la banque. La dette a été rachetée 2 fois, une première fois et une deuxième fois. Il faut savoir que les créanciers ont des engagements aussi, parce qu'il y a un délai de prescription. Selon l'article L110-4 du Code du commerce, l'action de la banque contre la caution se prescrit par 5 ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. Ce délai a été confirmé par la Cour de cassation. Autrement dit, si la société cesse de rembourser en 2023 et que le défaut n'est pas régularisé, la banque devra agir contre la caution avant 2028. Nous, le premier incident, enfin le moment où on a lancé la liquidation judiciaire, donc c'est le premier incident, c'était fin 2015. Donc la banque avait jusqu'à fin 2020 pour agir. Ça n'a jamais été le cas, on est en 2026 et on n'a jamais rien reçu. Parce qu'on s'est battu. Là, fallait être offensif. La banque nous relançait au début. J'étais en mode, écoutez, si vous continuez à nous relancer, à nous faire chier, on va vous attaquer pour caution personnelle disproportionnée. Au moment où on a signé, on était au chômage, donc pas de revenus, on n'avait pas de biens. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas de biens. Donc laissez-nous tranquilles, sinon on vous attaque pour caution personnelle disproportionnée. Vous reverrez jamais votre argent. Et en plus, ça va vous coûter peut-être 10 000 €. Ils ont vendu la dette à un autre organisme. Ça a été la même chose une première fois. On a ressorti le laissez-nous tranquilles, sinon on va vous attaquer pour caution personnelle disproportionnée. Ils ont vendu la créance à un autre organisme. Ils ont relancé, je crois, une fois par courrier. Je les ai appelés, j'ai ressorti la même chose. Et on n'a plus jamais eu de nouvelles depuis 7 ans, je crois. Alors, quand je vous ai dit que c'est quelque chose qui aurait pu nous suivre toute notre vie, j'ai peut-être un peu exagéré parce que je crois que s'il y a un jugement contre vous concernant une dette et que la caution est proportionnée, je crois que le maximum, c'est 10 ans pour exécuter cette dette. Mais bon, potentiellement, vous pouvez avoir un héritage avant les 10 ans, enfin, un héritage de 100 000 €, et d'un coup, vous arrivez chez le notaire. Bah, attendez, c'était 100 000, pourquoi il n'y a que 40 000 ? Ouais, parce qu'en fait, vous aviez un jugement, vous deviez 60 000 €, je sais pas, à la caisse d'épargne, je sais pas quoi, vous vous souvenez? Ah, et merde, j'avais oublié. Donc ça peut avoir un réel impact sur votre vie. D'ailleurs, concernant ce que je vous ai parlé, il y a peut-être des approximations juridiques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais pour m'être fait accompagner par un avocat dans ce dossier-là, bon voilà, il m'a confirmé certains trucs par rapport à la caution personnelle disproportionnée, délai de prescription, etc., etc. De toute façon, même sans le délai de prescription, la caution personnelle était complètement disproportionnée. La banque a merdé, très clairement. Et ça, faut l'avoir en tête. Si un jour vous avez une dette, battez-vous. Battez-vous et dites-vous que la responsabilité de la banque ou du créancier peut être engagée. Si vous n'avez pas de revenus, pas de biens, etc., ça peut être le cas, donc battez-vous, renseignez-vous surtout, faites-vous accompagner. À cette époque, j'ai quasi tout trouvé sur internet et j'ai fait confirmer et valider par un avocat. Donc voilà, battez-vous, lâchez rien. Quand on est sur des enjeux comme cela, faut mettre les moyens. Hein. Alors les moyens, c'est pas forcément financier, mais ça peut être du temps. Voilà, déjà du temps, ça peut énormément vous aider et vous sortir de la merde. Cette histoire, ça a vraiment été un tournant dans ma vie. Il y a eu un avant et un après. Ça a été un petit traumatisme, hein. Je vais pas vous mentir, parce qu'à l'époque, c'était hyper violent. Non seulement on se faisait entuber, en plus de ça, on avait des connaissances à nous qui prenaient parti pour ces arnaqueurs, ces escrocs. Plus, on avait des gens du quartier qui venaient nous voir, c'est pas bien ce que tu fais, etc. Alors qu'on était dans notre droit, c'était nous les victimes. Plus la situation économique qui commençait à se tendre, plus des menaces, enfin, plus le fait qu'on n'avance pas dans notre vie, qu'on reste sur place, voire qu'on recule. Non, franchement, c'était un truc difficile à vivre. Hein. Ça a mis du temps, on a digéré. Et d'ailleurs, la dernière fois, je vais courir. Petite anecdote. Je vais courir au stade à Fontpré, pour ceux qui connaissent, enfin, c'est Léo Lagrange maintenant. Je vais boire et je tombe sur mon ancienne équipe de rugby. Je vais dire bonjour, je discute avec le président et l'entraîneur. Et il y a le fameux Gilbert qui arrive. De côté, comme ça, il vient pour me claquer la bise. Moi, je le repousse, je fais « Qu'est-ce que tu fais, Gilbert ?» Je rappelle, il s'appelle pas Gilbert. Il me dit « Ouais, c'est Sissou qui m'a dit de te dire... » Non,
Avant, il vient, il se colle à moi. Et le mec a plus de 60 ans maintenant. Je me dis, putain, il va m'envoyer un coup de tête et tout. Et moi, j'étais pas dans le mood, total. Et puis, je me suis pas battu à l'époque. Je vais pas me battre aujourd'hui pour une affaire qui a plus de 10 ans. Surtout que j'ai 38 ans, il en a 60. Enfin, même si je le respecte pas du tout, pour moi, c'est la pire des merdes, je vais quand même pas me battre. Bref, et je dis écoute, de l'eau est passée sous les ponts, mais j'ai pas oublié. Voilà, chacun fait sa vie, truc. Donc c'est encore une affaire qui des fois peut me péter à la gueule encore aujourd'hui parce qu'on habite dans la même ville. Parfois il y a des gens qui me parlent et qui me disent ouais, de Gilbert ci, Gilbert là, et moi j'ai encore la mort. Donc voilà comment je me suis fait entuber par un Hakim Benotman. Il a vraiment le même profil qu'Hakim Benotman. C'est pour ça que je me permets de dire par un Hakim Benotman. Le côté mytho, le côté menace. Pareil qu'un Hakim Benotman, il va vous mettre des coups de pression sur des choses, des machins, etc. Le côté, il l'a pas fait qu'à moi, enfin qu'à nous, du coup. Apparemment, il y a eu des histoires d'escroquerie dans des clubs de rugby. Il est parti en mauvais termes avec tous les clubs de rugby dans lesquels il est passé. Il n'y a pas de hasard. On est vraiment sur le même profil. En tout cas, même si ça a été une histoire traumatisante, tout est bien qui finit bien parce que je suis devant vous aujourd'hui. Et je dois plus rien. Et ça fait plaisir. J'avais quand même pas payé 60 000 € pendant peut-être 10 ans ou toute ma vie, j'en sais rien. On sait pas comment la loi elle évolue, ce qu'ils disent. Pour 2 gros ans, Thomas, tu peux biper s'il te plaît. Qui nous ont entubés quoi. Hein, Bonnie and Clyde là. Non, ils nous ont bien mis à l'envers. Je sais pas, en fait, la question que je me pose encore aujourd'hui, c'est est-ce que c'était prévu ou pas? Pourquoi ils ont fait ça? J'ai pas envie de demander parce que peu importe ce qu'ils vont me répondre, je ne vais pas le croire, mais je me pose quand même la question. Est-ce que c'était prévu? Et pourquoi nous avoir fait ça alors qu'on n'a rien fait? Et dans le fond, je pense que il y a des gens qui ne voient que par l'argent et qui sont prêts à tout pour ça. Il y a plein d'éléments qui vont dans le sens de cette avidité extrême. Messieurs, dames, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un petit peu spécial. Je pense que c'était intéressant de partager. Peut-être que ça va servir à des gens qui sont dans le même cas aujourd'hui. Donc voilà, si vous êtes dans le même cas, battez-vous, renseignez-vous. La banque, elle n'a pas tous les droits, elle a des devoirs aussi, des responsabilités, renseignez-vous. Et c'est pareil pour d'autres créanciers, il n'y a pas que les banques, donc voilà, battez-vous. Ah oui, puis si vous voulez partir sur une affaire, renseignez-vous sur la personne qui vend, c'est important. Renseignez-vous sur l'affaire, prenez votre temps, n'hésitez pas à demander conseil à des personnes autour de vous, des personnes qui connaissent, et même parfois des personnes qui ne connaissent pas, parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas et qui sont de très bons conseils. Ils vont vous dire des trucs basiques, auxquels parfois on pense pas forcément. Ça peut vous éclairer, ça peut vous aider. Donc voilà, prenez votre temps. C'est pas anodin d'ouvrir un commerce, d'acheter une affaire, etc. Donc, privilégiez la réflexion avant l'action, surtout quand vous faites des crédits et que vous êtes caution personnelle. C'est le petit conseil du jour. La vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je tiens à répéter que la liquidation judiciaire, on l'a choisi, c'était un choix, justement pour pas continuer à creuser notre trou. C'était un choix stratégique et je pense que c'était le bon. On a mis notre ego de côté, notre fierté, et on a fait le bon choix. Sans cette escroquerie arnaque, on ne serait pas arrivé sur ce scénario de liquidation judiciaire. De toute façon, la justice nous a donné raison. Pas autant qu'on le voulait, mais parce que la loi, elle est un petit peu bien faite et mal faite. Elle vous donne raison, mais elle dit pas, bah voilà, ils n'ont pas respecté la clause de non-concurrence. Vous devez rembourser le prix de l'achat. C'est dommage. Ça devrait être comme ça, mais c'est pas le cas. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On mange sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Mousse, mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt. Et crois-moi, la suite va faire du bruit.